Au ranch des Rocheuses, Léon Dubois avait cru que son cheval, Éclair, avait été effrayé par un serpent à sonnette ou un coyote rôdant près de la grange. Mais en découvrant ce qui était enfoui dans le foin, il comprit qu'Éclair avait, en fait, cherché à lui sauver la vie. Le soleil matinal jetait de longues ombres sur le domaine des Rocheuses. Léon se dirigeait vers la vieille grange en bois, ses bottes craquant sur la terre sèche. Depuis 3 jours, son cheval le plus fidèle se comportait comme si le diable lui-même se cachait dans cette grange. Éclair, un étalon alezan imperturbable qui n'avait jamais montré de peur en 12 ans, se cabrait et soufflait violemment chaque fois que Léon tentait de le faire entrer. Les yeux du cheval s'écarquillaient de terreur, ses naseaux se dilataient tandis qu'il tirait sur la corde avec une force désespérée. Léon caressa de sa main burinée les planches rugueuses de la grange. Il se souvint de sa construction par son père, il y a 30 ans. Rien n'avait changé, même stock de foin, même mangeoire, même odeur familière d'herbes séchées et de cuir. Pourtant, quelque chose effrayait Éclair au-delà de toute raison. Le cheval se tenait à une vingtaine de mètres, tapant nerveusement le sol du sabot, les oreilles rabattues, observant Léon s'approcher de l'entrée de la grange. À l'intérieur, dans la pénombre, des particules de poussière dansaient dans les maigres rayons de soleil filtrant à travers les planches usées. Léon balaya l'intérieur familier du regard, cherchant un indice expliquant le comportement de son cheval. Les bottes de foin étaient empilées exactement là où il les avait laissées. Les selles pendaient correctement à leurs crochets, et les seaux de nourriture étaient propres et vides, à leur place habituelle. Tout semblait normal, mais l'air était différent, plus lourd. En s'enfonçant dans la grange, Léon remarqua quelque chose qui le fit s'arrêter. Dans le coin où se trouvaient les plus vieilles bottes de foin, les planchers de bois semblaient légèrement inégaux. Il avait marché sur ces mêmes planches des milliers de fois sans rien remarquer. Mais maintenant, elles semblaient s'affaisser juste un peu plus que le reste du sol. Les bottes de foin dans ce coin paraissaient également dérangées, comme si quelqu'un les avait déplacées récemment et avait essayé de les remettre en place. Léon s'agenouilla et pressa sa paume contre les planchers douteux. Ils cédèrent légèrement sous la pression, grinçant d'une manière inhabituelle. Son cœur se mit à battre plus vite à mesure qu'il réalisait que ces planches étaient desserrées, délibérément. Quelqu'un était venu ici. Quelqu'un avait creusé. Il se releva rapidement et attrapa un pied de biche sur le râtelier à outils, son esprit tourbillonnant d'hypothèses. Pourquoi quelqu'un creuserait-il sous sa grange? Que cherchait-il? Ou plus important encore, qu'essayait-il de cacher? Alors qu'il glissait le pied de biche sous la première planche lâche, Léon jeta un coup d'œil vers l'entrée de la grange où Éclair se tenait, toujours agité et refusant de s'approcher. La première planche se souleva facilement, révélant une terre sombre en dessous, clairement remuée récemment. La terre était meuble et molle, patassée comme de la terre laissée intacte pendant des années. Les mains de Léon tremblaient légèrement tandis qu'il retirait la deuxième planche, puis la troisième. À chaque planche retirée, le trou sous-jacent s'agrandissait et le mystère s'épaississait. Mais alors que Léon s'apprêtait à creuser la terre meuble à main nue, il entendit le son immistakable de sabots approchant. Plusieurs cavaliers se dirigeaient vers son ranch, à vive allure. À travers l'ouverture de la grange, il vit un nuage de poussière s'élever au loin, se rapprochant de seconde en seconde. Qui que ce soit qui arrivait ne passait pas simplement. Il galopait et se dirigeait droit sur sa propriété. Léon remit rapidement les planches desserrées et dispersa du foin sur la zone remuée, son cœur battant la chamade alors que les cavaliers se rapprochaient. Par la porte de la grange, il put distinguer 3 hommes à cheval, leurs visages sombres et déterminés. Le cavalier de tête portait un signe qui accrocha la lumière du soleil matinal. Le maréchal Wade Garrett, un homme que Léon connaissait depuis des années, mais qu'il n'avait jamais vu aussi sérieux. Le maréchal descendit et s'approcha de la grange d'un pas mesuré, sa main posée nonchalamment sur sa ceinture. Ses 2 adjoints le flanquaient, leurs yeux scrutant la propriété avec l'alerte habituelle d'hommes s'attendant à des ennuis. Léon se força à paraître calme en sortant à leur rencontre, s'essuyant les mains sur son pantalon de travail comme s'il venait de faire ses corvées matinales. « Bonjour, maréchal » dit Léon, essayant de garder la voix stable. « Qu'est-ce qui vous amène par ici si tôt ?» Les yeux gris acier du maréchal Garrett étudièrent attentivement le visage de Léon. « Nous enquêtons sur des signalements d'activités suspectes dans cette région. Quelqu'un s'est renseigné sur votre propriété en ville, Léon. Des questions sur qui possédait cette terre avant que votre famille ne l'achète. »
Ces mots frappèrent Léon comme un coup physique. Il avait toujours su que son père avait acheté le ranch à une famille qui était partie précipitamment. Mais il n'avait jamais interrogé pourquoi ils avaient vendu si vite, ni où ils étaient allés. Maintenant, se tenant là avec des planches desserrées et de la terre remuée à quelques mètres, ces vieilles histoires de famille prenaient un sens plus sombre. Quel genre de questions? Demanda Léon, bien qu'une partie de lui redoutât la réponse. L'adjoint Maurice, un jeune homme à l'énergie nerveuse, prit la parole avant que le maréchal ne puisse répondre. Il semble que quelqu'un ait fouillé de vieux registres, cherchant à savoir ce qui est arrivé à la famille Blackwood qui vivait ici autrefois. Ils ont disparu il y a environ 30 ans, juste au moment où votre père achetait cet endroit. Léon sentit le sang se retirer de son visage. La famille Blackwood. Il avait entendu ce nom murmuré en ville de temps en temps, suivi généralement de silences gênés et de changements de sujet. Son père lui avait toujours dit que c'était une famille qui avait décidé de partir pour de meilleures opportunités ailleurs. Mais la façon dont l'adjoint Maurice avait prononcé disparu suggérait quelque chose de bien plus sinistre. Le maréchal Garrett fit un pas de plus, ses yeux expérimentés ne manquant rien. Léon, je dois vous demander directement. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel sur votre propriété dernièrement? Des signes que quelqu'un aurait pu être ici à votre insu? La question resta suspendue dans l'air comme la fumée d'un canon. L'esprit de Léon oscillait entre l'honnêteté et l'autopréservation. Les planches remuées étaient la preuve de quelque chose, mais de quoi? S'il racontait sa découverte au maréchal, cela ferait-il de lui un témoin ou un suspect? Et qu'en serait-il de la réputation de son père, bâtie sur des décennies de travail honnête et de respect communautaire? Mon cheval s'est comporté étrangement près de la grange, dit Léon prudemment, choisissant ses mots comme un homme traversant un champ de pièges cachés. Il est effrayé par quelque chose depuis quelques jours. Mais j'ai pensé que c'était juste de la faune sauvage. L'expression du maréchal s'aiguisa d'intérêt. A strange comment. Il ne veut pas s'approcher de la grange. Il agit comme si quelque chose de dangereux s'y trouvait, mais je n'ai rien trouvé d'inhabituel. Le mensonge lui semblait lourd sur la langue, mais la vérité semblait encore plus dangereuse. L'adjoint Maurice échangea un regard significatif avec son partenaire. Les animaux peuvent sentir des choses que nous ne pouvons pas, parfois, surtout quand il s'agit d'eux. Eh bien, quand quelque chose a été dérangé et aurait dû rester enterré, le mot fit frissonner Léon. Que cherchait-il exactement? Et plus important encore, qu'espérait-il trouver enterré sur sa propriété? Tandis que le maréchal continuait de l'observer de ses yeux gris pénétrants, Léon réalisa que quoi que ce soit qui était caché sous le plancher de sa grange, c'était lié à quelque chose de bien plus grand et de plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Mais avant qu'il ne puisse décider s'il devait avouer sa découverte, le maréchal Garrett dit quelque chose qui changea tout. Léon, je dois vous informer que nous avons des raisons de croire que quelqu'un pourrait tenter de vous nuire pour obtenir ce qu'il cherche. Vous pourriez être en réel danger. L'avertissement du maréchal frappa Léon comme un coup de poing dans l'estomac. Quelqu'un voulait lui faire du mal pour quelque chose qu'il ne savait même pas posséder. Son esprit se tourna immédiatement vers les planches desserrées dans la grange, et soudain, le comportement d'Éclair prit un sens terrifiant. Son cheval avait essayé de le protéger de tout danger qui gisait sous leurs pieds. Quel genre de danger? Demanda Léon, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait voulu. Le maréchal Garrett jeta un regard à ses adjoints avant de répondre. Il y a 3 jours, un étranger est entré en ville en posant des questions précises sur votre ranch. Il voulait savoir vos routines quotidiennes, si vous étiez seul à la maison et si vous aviez de l'aide. Quand les gens se sont méfiés et ont arrêté de répondre, il a offert de l'argent pour obtenir des informations. Beaucoup d'argent. L'adjoint Maurice hocha la tête d'un air sombre. Madame Henderson à l'épicerie a dit qu'il avait plus d'argent qu'elle n'en avait vu depuis des mois. Il n'arrêtait pas de demander des informations sur l'ancien domaine Blackwood, comme s'il ne savait pas que c'était votre propriété maintenant. Mais voici la chose étrange. Il semblait savoir exactement où se trouvaient les choses sur cette terre. Il connaissait le vieux puits, les anciennes limites de la clôture. Il a même mentionné le grand chêne tombé lors de la tempête il y a 5 ans. Le sang de Léon se glaça. Seule une personne qui avait vécu ici ou étudié cette propriété en profondeur connaîtrait ces détails. Le chêne tombé n'était pas visible depuis la route principale, et le vieux puits avait été comblé il y a des décennies. Cet étranger ne posait pas simplement des questions au hasard.
Il avait une connaissance intime du ranch Thornfield. Quelqu'un l'a-t-il bien vu? Demanda Léon, bien qu'il redoutât d'en apprendre davantage. La vieille Dorothy Milhouse l'a fait, répondit le maréchal Garrett. Elle a dit qu'il était grand, mince, avec une cicatrice allant de son oreille gauche à sa mâchoire, portait des vêtements coûteux, mais se tenait comme un homme habitué à la violence. Plus important encore, Dorothy l'a reconnu. La révélation frappa comme un éclair. Dorothy Milhouse avait vécu dans la région plus longtemps que quiconque, avait vu tous les étrangers passer en ville depuis 50 ans. Si elle reconnaissait cet homme, cela signifiait qu'il était déjà venu ici. Cela signifiait que ce n'était pas une recherche aléatoire. C'était quelqu'un qui revenait pour quelque chose de spécifique. Qui est-il? Demanda Léon. L'expression du maréchal Garrett devint plus sombre. Selon Dorothy, son nom est Vincent Blackwood. C'est le plus jeune fils de la famille qui possédait votre ranch autrefois. Celui qui a quitté la ville alors qu'il n'avait que 16 ans, juste après la disparition de sa famille. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans l'esprit de Léon avec une clarté nauséabonde. Vincent Blackwood était revenu après 30 ans. Pas en tant qu'ancien résident nostalgique, mais en tant qu'homme aux intentions dangereuses. Il connaissait la propriété parce qu'il y avait grandi. Il posait des questions sur les routines de Léon parce qu'il préparait quelque chose, et quoi qu'il cherchait était assez important pour risquer de revenir dans un endroit où sa famille avait mystérieusement disparu. Il y a autre chose, ajouta l'adjoint Maurice à contre-cœur. Dorothy dit que Vincent posait des questions spécifiques sur la grange. Il voulait savoir si elle avait été reconstruite ou modifiée depuis le départ de sa famille. Quand elle lui a dit qu'elle avait l'air exactement pareille, il a souri d'une manière qui lui a donné la chair de poule. Les mains de Léon se serrèrent en poing tandis que toute l'implication le frappait. Vincent Blackwood savait exactement ce qui était enterré sous le plancher de sa grange, et il revenait le chercher. Mais qu'est-ce qui pouvait valoir le risque d'être découvert après 30 ans de cachette? Qu'est-ce qui était si précieux qu'un homme risquerait la violence pour le récupérer? Comme s'il lisait ses pensées, le maréchal Garrett se pencha et baissa la voix. Léon, nous croyons que la famille Blackwood n'a pas simplement disparu. Nous pensons qu'ils ont été assassinés. Et quoique Vincent ait enterré avant de fuir pourrait être la seule preuve qui pourrait le prouver. Le mot « assassiné » plana dans l'air comme une condamnation à mort. Léon sentit le monde basculer sous ses pieds alors qu'il réalisait que son ranch familial, la terre sur laquelle il avait travaillé et qu'il avait aimé toute sa vie, avait été construit sur des fondations de violence et de secret. Son père avait acheté à l'insu de tous une propriété tachée de sang. Et maintenant, ce sang réclamait ses dettes. Maréchal, vous me dites que mon père a acheté cette terre à un meurtrier. La voix de Léon se brisa sous le poids de la révélation. Pas exactement, répondit le maréchal Garrett d'un air sombre. Nous croyons que Vincent a tué sa propre famille puis a mis en scène leur disparition. Il n'avait que 16 ans, mais montrait déjà des signes de comportement violent. Selon de vieux dossiers, il y avait eu des plaintes à son sujet pour menaces envers des voisins, cruauté envers les animaux et incidents étranges en ville. Quand sa famille a disparu, la plupart des gens ont supposé qu'ils étaient partis à cause de son comportement troublant. Personne ne soupçonnait qu'il ait pu être la raison de leur disparition permanente. L'adjoint Maurice sortit un papier froissé de sa poche de veste. Nous avons trouvé ceci dans les vieux dossiers. C'est une lettre que la mère de Vincent a envoyée à sa sœur quelques semaines avant la disparition de la famille. Elle écrivait qu'elle avait peur de son propre fils, qu'il s'était transformé en quelque chose de sombre et de dangereux. Elle prévoyait de le faire interner en asile. Léon lut l'écriture délavée avec une horreur croissante. La lettre décrivait un jeune homme consumé par la rage et la violence. Quelqu'un qui avait commencé à faire des menaces contre les membres de sa propre famille. La mère écrivait avoir trouvé des animaux mutilés sur leur propriété et sa certitude grandissante que Vincent en était responsable. Elle terminait la lettre en disant qu'elle craignait pour leur vie si Vincent découvrait son plan de l'envoyer loin. Donc, il les a tués pour éviter d'être envoyés en asile, dit Léon, les pièces s'assemblant avec une clarté nauséabonde. Mais pourquoi enterrer des preuves sur sa propre propriété au lieu de les détruire? Parce que les tueurs de 16 ans ne sont pas toujours des tueurs intelligents, expliqua le maréchal Garrett. Vincent a probablement paniqué après les meurtres et a enterré toute preuve qui le reliait au crime, prévoyant de les récupérer plus tard. Mais quand les habitants de la ville ont commencé à poser des questions sur la disparition soudaine de sa famille, il a dû fuir immédiatement.
Il a attendu 30 ans que la pression retombe pour pouvoir revenir chercher ce qu'il avait laissé. La réalité de sa situation le submergea comme une vague froide. Non seulement il y avait des preuves de meurtre enterrées sous sa grange, mais le tueur revenait pour les récupérer. Vincent Blackwood n'était pas seulement une menace pour la vie de Léon, c'était un homme désespéré n'ayant plus rien à perdre. Revenir pour éliminer la seule chose qui pouvait prouver sa culpabilité. Quel genre de preuve pourrait survivre 30 ans sous terre? Demanda Léon, bien qu'une partie de lui ne veuille pas connaître la réponse. L'adjoint Maurice échangea un regard sombre avec le maréchal. Des armes, des bijoux, des vêtements tachés de sang, ou même, il fit une pause, visiblement mal à l'aise, même des parties des victimes elles-mêmes. Vincent aurait pu garder des trophées. La pensée fit violemment se retourner l'estomac de Léon. Sous ses pieds, sous la grange où il stockait sa nourriture et s'occupait de ses animaux, se trouvaient les restes en décomposition des crimes de Vincent Blackwood. Chaque fois qu'il avait marché sur ses planchers, chaque fois qu'il avait empilé du foin ou nettoyé du matériel, il avait été à quelques centimètres seulement des preuves d'un mal indicible. « Combien de temps avons-nous avant qu'il ne vienne » demanda Léon, sa voix à peine plus qu'un murmure. Le maréchal Garrett vérifia la position du soleil, calculant le temps avec la précision d'un homme habitué à traquer des criminels dangereux. « Dorothy l'a vu hier soir, ce qui signifie qu'il observe votre propriété depuis au moins un jour. Il voudra agir quand vous serez le plus vulnérable, probablement ce soir quand vous dormirez. Vincent a eu 30 ans pour planifier cela, et il ne voudra pas attendre plus longtemps que nécessaire. » Comme convoqués par leur conversation, Éclair hennit soudainement bruyamment de l'autre côté de la cour, la tête levée, fixant la lisière des arbres bordant le côté et de la propriété. Les oreilles du cheval étaient rabattues et tout son corps était tendu d'alarme. Quelque chose bougeait dans ces arbres, quelque chose qui avait déclenché la même peur primale qui avait tenu Éclair éloigné de la grange. « Il est déjà là » murmura Léon, sa main se dirigeant instinctivement vers le fusil qu'il regrettait de ne pas avoir apporté de la maison. Vincent nous observe depuis tout ce temps. Les trois hommes de loi tirèrent immédiatement leurs armes, leurs yeux scrutant la lisière des arbres où Éclair continuait de fixer avec une terreur aux yeux écarquillés. Le maréchal Garrett fit signe à ses adjoints de s'écarter pendant qu'ils se déplaçaient protecteurs devant Léon. L'air du matin, qui semblait paisible quelques instants auparavant, était maintenant chargé d'une tension mortelle. Vincent Blackwood appela le maréchal Garrett vers les arbres, sa voix portant l'autorité de 30 ans de maintien de l'ordre. « Nous savons que vous êtes là. Sortez les mains visibles. » Un long moment de silence s'étira sur le ranch, seulement rompu par le hennissement nerveux d'Éclair et le craquement du cuir pendant que les adjoints ajustaient leur position. Puis, des ombres sous les chênes, vint le son d'applaudissements lents et délibérés. Quelqu'un applaudissait, prenant son temps, s'assurant que chaque applaudissement résonne dans l'espace ouvert comme une moquerie de leur peur. Une silhouette élancée émergea de la lisière des arbres, se déplaçant avec l'assurance d'un homme qui avait planifié ce moment pendant des décennies. Vincent Blackwood ne ressemblait en rien au garçon de 16 ans qui avait fui ce ranch il y a 30 ans. Il était mince et musclé, son visage buriné par des années de vie rude, et une cicatrice irrégulière allait de son oreille gauche à sa mâchoire, exactement comme Dorothy l'avait décrit. Mais c'étaient ses yeux qui injectaient de la glace dans les veines de Léon. Froid, calculateur, et complètement dénué de chaleur humaine. « Maréchal Garrett » dit Vincent, sa voix portant un étrange mélange d'amusement et de menace. « Vous jouez toujours les héros, je vois. Et vous devez être Léon Dubois, l'homme qui vit sur la tombe de ma famille toutes ces années. » La façon décontractée dont il parlait de tombe fit comprendre à tous les présents qu'il s'agissait d'un homme qui pensait à la mort aussi facilement que d'autres pensaient à la météo. Vincent s'arrêta à une 50aine de mètres, à portée de tir, mais assez loin pour rendre une conversation nécessaire. « Vincent, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de votre famille », déclara le maréchal Garrett, bien qu'il ne fît aucun mouvement pour s'approcher. « Lâchez vos armes et rendez-vous pacifiquement. » Vincent renversa la tête et rit. Un son qui glaça tout le monde jusqu'aux os. « Arrêtez-moi pourquoi, maréchal ? Sur quelle preuve ? Vous n'avez que des suspicions vieilles de 30 ans et le radotage de vieilles femmes. Mais je sais ce que j'ai enterré sous cette grange, et je sais ce que cela peut prouver. » Léon sentit son monde basculer dangereusement. Vincent n'était pas seulement là pour récupérer des preuves. Il était là pour les utiliser comme levier. Quoi qu'il se trouve sous ses planchers,
Ce n'était pas seulement la preuve de sa culpabilité. C'était quelque chose qu'il pourrait utiliser pour négocier sa liberté ou menacer les autres. « Qu'est-ce que vous avez enterré, Vincent ?» Léon se retrouva à demander. Sa voix était stable malgré la terreur qui lui coulait dans les veines. Le visage marqué de Vincent s'étira en un sourire qui appartenait à un crâne. « La vraie question, Léon, c'est qu'est-ce que je n'ai pas enterré ? Vous voyez, quand j'avais 16 ans, j'étais assez intelligent pour tout documenter. Chaque personne qui a aidé ma famille à disparaître. Chaque personne qui a posé trop de questions ensuite. Chaque personne qui aurait pu soupçonner la vérité, leur nom, leurs secrets, leurs crimes, tout écrit et scellé pendant 30 ans. » L'implication frappa immédiatement le maréchal Garrett. « Vous parlez de matériel de chantage. »« Je parle d'assurance, » corrigea Vincent. « La moitié des citoyens respectables de ce comté ont des secrets qui pourraient les détruire. Des secrets dont j'ai été témoin. Des secrets que j'ai enregistrés. Des secrets qui sont enterrés sous cette grange avec d'autres preuves. Maintenant, maréchal, la question est, voulez-vous vraiment m'arrêter et risquer que tous ces secrets soient révélés, ou préférez-vous me laisser récupérer ce qui m'appartient et disparaître tranquillement ?» L'adjoint Maurice fit un pas en avant. Son jeune visage rougit de colère. « Vous ne pouvez pas sérieusement penser que nous vous laisserons partir pour meurtre. » Les yeux froids de Vincent se fixèrent sur le jeune adjoint avec une concentration de prédateur. « Adjoint Maurice, n'est-ce pas ? Je crois que votre père possède l'épicerie en ville. Je me demande s'il apprécierait que tout le monde soit au courant des clients qu'il a surfacturés et des impôts qu'il a évités. Tout est consigné. Vous savez, tous les sales petits secrets d'il y a 30 ans. » Mais alors que Vincent continuait ses menaces, aucun d'eux ne remarqua que Rusty avait arrêté de faire les 100 pas et se tenait maintenant parfaitement immobile. Ses oreilles étaient dressées, non pas vers Vincent, mais vers la grange derrière eux. Le cheval avait senti autre chose. Quelque chose que le retour de Vincent avait réveillé. Quelque chose bougeait sous ses planches de plancher desserrées. Un étrange grattement commença à émerger de la direction de la grange. Faible au début, mais de plus en plus distinct à chaque seconde qui passait, cela ressemblait à quelque chose qui grattait du bois par en dessous. Désireux de se libérer, l'attention de chacun se tourna vers la grange alors que le son s'intensifiait, accompagné de ce qui ne pouvait être décrit que comme un gémissement bas et plaintif. L'expression confiante de Vincent vacilla pour la première fois depuis qu'il était sorti des bois. Son visage marqué devint pâle alors qu'il regardait la grange avec un mélange de confusion et de crainte croissante. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il plus à lui-même qu'à quiconque. « Ils ne peuvent pas être encore là. »« Vincent, qu'as-tu fait à ta famille ?» demanda Marshall Garrett, son arme toujours braquée sur le meurtrier, mais son attention partagée entre la menace devant lui et les sons inexplicables venant de derrière. Le grattement devint plus fort, plus frénétique, comme si quoi que ce soit piégé sous le plancher de la grange répondait à la voix de Vincent. Rusty commença à reculer de la grange, ses yeux roulant de terreur alors qu'il hennissait de détresse. Même les adjoints endurcis par le combat semblaient déconcertés par la qualité surnaturelle des sons. « Je les ai enterrés correctement, » dit Vincent, la voix brisée par l'incertitude. « Je me suis assuré qu'ils étaient morts. J'ai attendu. J'ai vérifié. Ils ne peuvent pas faire ces bruits. » Mais alors que les mots quittaient sa bouche, le grattement s'arrêta brusquement, remplacé par quelque chose d'infiniment pire. Le bruit de bois qui se fendait alors que les planches de plancher desserrées commençaient à céder sous la pression d'en bas. Quoique Vincent ait enterré il y a 30 ans essayé de s'échapper, et le bois pourri ne pouvait plus le contenir. Caleb sentit ses jambes s'affaiblir en réalisant la terrible vérité. Vincent n'avait pas seulement enterré des preuves de ses crimes. Il avait enterré ses victimes alors qu'elles étaient encore en vie. La famille Blackwood avait passé ses derniers moments piégés sous le plancher de la grange, grattant désespérément le bois au-dessus d'elles, suffoquant lentement dans leur tombe improvisée. « Tu les as enterrés vivants, » dit Caleb, la voix remplie de révulsion et d'horreur. La composure de Vincent s'effondra complètement alors que les bruits de fendage devenaient plus forts. « Non, je me suis assuré qu'ils étaient inconscients. Le coup à la tête aurait dû les tuer instantanément. Ils n'auraient pas pu survivre à être enterrés. » Le visage de Marshall Garrett se tordit de dégoût. « Espèce de monstre malade. Tu as assommé ta propre famille et tu l'as enterrée vivante sous ta propre grange. » L'aveu flottait dans l'air comme une malédiction alors que plus de bois commençait à craquer et à se fendre.
Par les interstices des planches brisées, quelque chose de sombre et de crasseux commença à émerger. Ce qui ressemblait à une main squelettique, toujours enveloppée des restes pourris de tissu. La vue fit reculer l'adjoint Maurice, le visage verdâtre de nausée. Mais Vincent ne regardait pas les restes émergents avec culpabilité ou remords. Son expression s'était transformée en pure terreur primale alors qu'il fixait la main squelettique qui semblait tendre la main vers lui à travers 30 ans de haine enfouie. « Ils viennent pour moi, murmura-t-il, sa voix à peine audible. Après tout ce temps, ils viennent enfin pour moi. » Comme pour répondre à ces paroles, d'autres bruits commencèrent à émerger de sous la grange. Des gémissements, des grattements, et ce qui ressemblait de façon troublante à des voix murmurées appelant le nom de Vincent. La pression psychologique du retour sur les lieux de ses crimes, combinée à 30 ans de culpabilité et de paranoïa, était en train de détruire l'esprit du meurtrier. Marshall Garrett vit son opportunité alors que Vincent restait figé de terreur, fixant la grange comme s'il voyait des fantômes. « Vincent Blackwood, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre des membres de votre famille. Vous avez le droit de... » Mais Vincent n'écoutait pas les droits de Miranda. Il reculait de la grange d'un pas chancelant, ses yeux fixés sur les restes squelettiques qui continuaient d'émerger de leur prison de terre. « Ils ne me laisseront pas partir, dit-il, sa voix montant sur un ton paniqué. Après 30 ans, ils ne me laisseront toujours pas partir. » L'ironie était complète. Vincent était revenu pour récupérer des preuves qui lui donneraient du pouvoir sur les autres, mais il s'était retrouvé confronté aux victimes même qu'il pensait avoir réduites au silence à jamais. L'homme qui avait passé des décennies à fuir ses crimes était enfin face à face avec les conséquences de son mal. Mais alors que les hommes de loi se déplaçaient pour arrêter le tueur brisé, ils ne remarquèrent pas que les sons venant de la grange s'étaient complètement arrêtés. La main squelettique émergente était devenue immobile et un silence surnaturel s'était installé sur le ranch. Quelque chose avait changé, et l'agitation continue de Rusty suggérait que quoi que ce soit qui se passait sous la grange n'était pas terminé. Le silence étrange qui suivit fut plus troublant que tous les sons surnaturels réunis. Marshall Garrett s'approcha prudemment de Vincent, ses menottes prêtes, tandis que le tueur brisé continuait de fixer la grange avec les yeux vides d'un homme dont l'esprit s'était finalement brisé sous le poids de 3 décennies de culpabilité. Alors que le maréchal bouclait les menottes autour des poignets de Vincent, le tueur commença à parler d'une voix monotone, comme s'il se confessait au fantôme qu'il croyait le regarder. « J'ai frappé mon père en premier avec le tisonnier de la cheminée. Il est tombé mais continuait de respirer, alors je l'ai traîné à la grange. Maman a essayé de courir, mais je l'ai attrapé près du puits. Ma petite sœur Sarah s'est cachée dans la cave, mais je l'ai trouvée. Je pensais que les coups à la tête les tueraient rapidement, mais quand je les ai mis sous le plancher de la grange, j'ai pu entendre leur respiration. Je les ai couverts de terre de toute façon. » L'adjoint Maurice dut s'éloigner pour se reprendre alors que Vincent continuait sa confession détaillée. La façon décontractée dont le tueur décrivait le meurtre de sa propre famille était plus glaçante que n'importe quel élément surnaturel dont ils avaient été témoins. Caleb trouva finalement le courage d'approcher le plancher endommagé de la grange. Ce qu'il y découvrit le hanterait pour le reste de sa vie, mais cela apporta également une clôture à un mystère vieux de 30 ans. Sous les planches brisées se trouvaient les restes squelettiques de 3 personnes, un homme, une femme et une jeune fille. Leur position racontait l'histoire de leurs derniers instants, des griffes désespérées sur le bois au-dessus d'elles, des bras tendant vers le ciel dans des tentatives futiles d'échapper à leur enterrement prématuré. Mais il y avait autre chose parmi les os que Vincent avait apparemment oublié dans sa panique il y a 30 ans. Une petite boîte en métal toujours intacte malgré les décennies sous terre. Marshall Garrett la récupéra soigneusement et l'ouvrit pour révéler exactement ce que Vincent avait décrit. Des notes détaillées sur les secrets de divers villageois, des affaires illégales et des indiscrétions personnelles. Le tueur adolescent avait bien prévu d'utiliser le chantage comme sa police d'assurance. Cette preuve nous aidera à clore plusieurs vieilles affaires, dit Marshall Garrett d'un ton sombre. Vincent n'était pas seulement un meurtrier. C'était un espion qui documentait chaque crime et chaque secret dont il était témoin. Certaines de ces personnes sont encore en vie et devront enfin rendre des comptes pour des choses qu'elles pensaient enterrer à jamais. Alors que les adjoints se préparaient à transporter Vincent en prison, l'homme brisé jeta un dernier regard à la grange. « Je peux encore les entendre m'appeler, » murmura-t-il. « Même s'ils sont partis, je peux encore les entendre. » Caleb regarda les policiers emmener Vincent, sachant que le tueur passerait le reste de sa vie en prison,
hanté par les voix de la famille qui l'avait assassiné. La justice était finalement arrivée, 30 ans trop tard, mais non moins certaine. Dans les jours qui suivirent, Caleb prit la difficile décision de démolir la vieille grange et de donner à la famille Blackwood une sépulture digne dans le cimetière du village. Le terrain maudit où ils avaient souffert si longtemps fut consacré, et la paix revint enfin au ranch Thornfield. Rusty, sentant que la présence maléfique avait disparu, reprit son comportement normal et calme et ne montra plus jamais de peur dans la zone de la grange. Les gens de la ville impliqués dans les notes de chantage de Vincent firent face à leur propre jugement et plusieurs vieux mystères furent enfin résolus. Vincent Blackwood fut condamné à la prison à vie où il passa ses dernières années à prétendre que les voix de ses victimes le suivaient partout où il allait. Caleb apprit à vivre avec la connaissance de ce qui s'était passé sur sa terre. Mais il trouva aussi la paix en sachant qu'il avait contribué à rendre justice à une famille qui avait attendu 3 décennies pour que son histoire soit racontée. Parfois, le passé refuse de rester enterré. Et parfois, c'est exactement ce qui est nécessaire pour que la guérison commence. Si vous avez apprécié cette histoire de justice frontalière et de secrets de famille, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous soutenir avec un super chat. Votre soutien nous aide à vous proposer des récits plus captivants de l'Ouest américain. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage dans les recoins les plus sombres de l'histoire de la frontière. Pour une autre histoire western captivante, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran pour découvrir d'autres récits de justice, de mystère et de la frontière indomptée.